Novembre 2025 dans Tour d'Europe, nous revenons sur les faits marquants sur les pelouses en Allemagne, en Angleterre et en Espagne avec un œil attentif sur nos internationaux guinéens qui font parler d'eux dans leur retour. Du retour, nous allons parler bien évidemment du goléador guinéen Serhou Guirassy qui a été crédité d'un but libérateur avec son club et nous parlerons d'un vieux briscard, en l'occurrence François Kamano, en passant par Arsenal, qui reste solide dans les airs, et nous parlerons d'un Kylian Mbappé historique avec le Real de Madrid. En compagnie de mes chroniqueurs, ce lundi, nous allons parcourir les pelouses européennes pendant 55 minutes de débat autour du football guinéen. On fait un break et on revient pour débuter le débat. Alors, rebonsoir. Aujourd'hui, exceptionnellement, vous avez Mamadian Baldé à la présentation. Hassan et Mazor ont pris une pause pour nous revenir sûrement demain matin. Et j'ai dit pour ce qui est de Hassan, je suis accompagné d'un trio, et pas les moindres. Ils sont pas du tout à présenter, surtout pour cette émission. Je vais commencer par le plus turbulent de cette émission, et c'est Souaïba Diakité. Ça commence par des pics, hein. Bonsoir Jean et bonsoir à tous. Heureux de te retrouver, Bobo, parmi nous. Hein. Oui, il faut qu'on en parle parce que c'est que tu auras ton temps pour faire ton atalakou pour ton club parce que ça va un peu mieux en ce moment. Bon, pas atalakou, mais de toutes les façons, on en parlera. Ouais. C'est quoi ces changements de nom sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, j'ai vu un nouveau nom et que je n'arrive pas à déchiffrer. Vous savez, quand on est une superstar, à tout moment, il faut être créatif, changer des choses. C'est aussi important. Ne pas avoir une seule identité. Parfois, on est dans un pays où c'est pas facile. Vous le connaissez. Alors, donc, pour ceux qui nous suivent, voilà. C'est un fan invétéré de Neymar. Donc, comprenez de quoi on parle. Et juste à côté de lui, nous avons Mara, l'homme qui commence à faire sa place dans cette émission et dans toutes les émissions sport ici à Kavi. Mara, bonsoir. Bonsoir Jean et bonsoir à tous. Confiant au moins après la victoire du Barça de ce week-end-là. Bien sûr, on reste confiant. Je t'ai vu dubitatif le jeudi ou le vendredi dernier dans une émission. Tu ne vendais pas cher la peau du Barça. Ah ouais, et j'avais mes raisons vu le résultat qu'on a fait face au classique. Oui, mais perdre un match ne signifie pas tout parfois. Mais ça, c'est pas n'importe quel match, ça reste tout de même le classico, n'est-ce pas? Ouais. Alors, Mara, bienvenue. Merci. Et on va se tourner vers celui qui a déjà pris ses marques dans cette émission et dans toutes les émissions. Et c'est Bobo Mané. Bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on commence avec nos ambassadeurs guinéens qui brillent à l'étranger. Après plusieurs semaines sans marquer, carrément 4 matchs sans trouver le chemin des filets, nous allons parler de Serhou Guirassy qui s'est offert un but extrêmement important ce week-end en championnat d'Allemagne. Souaib, que vous inspire ce retour-là? Parce qu'il faut qu'on en parle. C'est normal, enfin, c'est les grands buteurs... comme tous les autres attaquants, connaissent parfois des périodes de disette et c'est normal. Serhou Guirassy, ça faisait longtemps qu'il nous avait habitués à planter des buts à chaque fois, des doublés, des triplés, des buts. Mais après, il avait connu un petit peu des trous d'air, 4 matchs sans marquer quand même. C'est pas chose aisée, mais ce qui est mieux dans son cas, c'est qu'il n'a pas douté. Et ça, c'est extrêmement important. On peut penser que oui, il a fait quelques matchs sans marquer. Aujourd'hui, il n'est pas dans les standards des 3 monstres qui sont devant lui en ce début de saison, en l'occurrence Harry Kane, Erling Haaland et Kylian Mbappé. Ouais. Mais il est tout de même décisif avec son club parce que c'est quasiment les mêmes standards. En tout cas, à l'époque, quand on fait le comparatif sur la saison dernière, c'est les mêmes standards que la saison dernière. Et je trouve que peut-être qu'il n'arrivait pas à marquer et on peut trouver des raisons aussi. L'équipe gagnait parfois des pénaltys, malheureusement tirés par des défenseurs, alors que Guirassy était présent. Donc pour moi, retrouver les chemins des filets, ça ne pouvait être que quelque chose de bien pour lui. Mais il n'a pas douté, comme je l'ai dit encore une fois, et ça c'est bien pour lui et pour son équipe. Alors, son but a permis à son club de prendre les 3 points. Ça commençait à vraiment se faire attendre du côté de son coach et du côté du club de façon générale. Vous pensez qu'on a retrouvé là le Guirassy qu'on a tant aimé ces 2 dernières saisons? Bien sûr, parce qu'il fallait qu'il y ait stop cette spirale négative parce que ça faisait 4 matchs qu'il ne marquait pas, une petite dizaine, donc il a retrouvé la confiance. Le retour de semaine des filets, c'est une bonne nouvelle.
On ne sait pas, il y a ce litige entre notre équipe nationale et la Tanzanie, on ne sait pas. S'il y aura une issue favorable et c'est Guirassy qui arrive à retrouver ses automatismes, c'est une bonne nouvelle pour nous et surtout pour le Borussia Dortmund parce qu'on a vu que si Cheikhou Guirassy est en panne, il n'arrive pas à marquer, il n'y a pas un autre céréal au sein de cette formation pour décanter la situation. Donc si Guirassy retrouve à marquer le sommet des filets, c'est une bonne nouvelle pour le Borussia Dortmund et pour tout pour le Soli national. Alors, Cheikhou Guirassy retrouvé, on peut espérer que Dortmund puisse faire son meilleur résultat de toutes les saisons, c'est-à-dire finir derrière le Bayern Munich, ou bien ils seront encore loin de Leipzig qui fait une saison plutôt formidable jusque-là. Bien sûr, à partir du moment où Cheikhou Guirassy retrouve le chemin des buts, ça ne peut être qu'une bonne chose pour l'équipe du Borussia, notamment en plus pour le coach Niko Kovac et tous ses équipiers. Mais il ne faut pas oublier que ces derniers temps, Guirassy traverse une période très compliquée à Dortmund. Déjà on ne le sent pas totalement en confiance. Et puis il y a cette interrogation qui peut venir parce que comme Sohaib l'a signalé tout à l'heure, un grand attaquant qui fait plus de 4 matchs à marquer, il se pose des questions et puis dans l'effectif il sent un peu de différence. Maintenant et si les doutes venaient sur sa place de titulaire, parce qu'on a toujours connu Guirassy en tant que titulaire indiscutable, et s'il prend maintenant sur le banc, et ça ce n'est pas une chose qui serait bon pour lui, donc il doit essayer de performer, on lui souhaite le meilleur, on souhaite à ce qu'il retrouve le sens de but pour pouvoir maintenir sa place et être au meilleur de sa forme. Moi je trouve que c'est pas une... Je ne peux pas dire qu'il vit une situation compliquée, très très compliquée. C'est vrai qu'il a connu une période de disette, comme tous les attaquants, j'ai envie de dire, mais de là à penser par exemple qu'il va douter ou peut-être un risque de perdre sa place de titulaire. Mais ça a marqué des buts. Mais ça c'est presque arrivé à quasiment tous les attaquants. Même une machine comme Erling Haaland a connu des périodes où il n'a pas marqué. Cristiano Ronaldo, qui est aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire du football, en tout cas dans les matchs officiels, il a également connu des périodes de disette. Mais ce qui est important, là où je le rejoins, je peux dire quand même qu'il n'est pas totalement heureux actuellement au Borussia Dortmund, compte tenu de toutes les circonstances qu'il traverse, des problèmes avec l'entraîneur, parce que quand ton meilleur buteur, en tout cas celui qui a terminé meilleur buteur lors de la saison précédente, 13 buts quand même en Ligue des Champions, et qui est soulier d'or européenne en Ligue des Champions, et vous me dites que lui, il ne prend pas les pénaltys dans votre équipe. Moi, je trouve ça totalement irrespectueux envers Guirassy. Et dans ce sens, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il est heureux avec son entraîneur? Là, ce sont des questions, parce que là, c'est une question de leadership aussi dans l'équipe. Quand tu as ton meilleur joueur, ta star, et il ne prend pas les pénaltys, qui plus est, il est attaquant. Moi, je trouve cette situation très compliquée. Bon, pas compliquée pour lui, mais compliquée à expliquer. Parce que là, je me dis qu'il n'est pas totalement heureux au sein de ce club. Et comme on l'a dit depuis plusieurs moments, je pense qu'il tend vers la fin avec le Borussia Dortmund, parce que si ça continue ainsi, vaut mieux quitter et se trouver un club où il peut être beaucoup plus heureux. Alors, Sohaib était en train de tempérer cette période de disette, autant pour moi de 4 matchs. Mais si l'on se souvient ce qui s'est passé avec son coéquipier en défense pour le penalty gate, il ne faut pas se cacher face à la Juventus. Et la disette est venue de là. C'est pourquoi on parle d'un manque de confiance. Peut-être qu'il a senti du club envers lui, ou que même lui, il a ressenti après ce malaise-là. Et bien sûr, il l'a ressenti parce que je venais de rappeler votre meilleur buteur quasiment de la saison passée, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Coupe du Monde des clubs. Et c'est lui le leader de cette formation et qu'il y a des pénaltys et l'entraîneur avait désigné un autre à sa place. Vraiment, ça va créer un malaise. On a vu ce que ça a donné. Et le malaise est parti de là, mais Cheikhou Guirassy, on a dit c'est un buteur, il a un mental d'acier, il n'a jamais lâché. Si c'était d'autres joueurs, il allait franchement demander le départ ou bien demander pourquoi pas le renvoi de l'entraîneur, mais c'est un joueur qui est humble. Donc c'est une situation qu'il a mal digérée, mais ce sont des leçons à prendre. Mais moi je pense que le divorce est déjà consommé entre le Borussia Dortmund et Cheikhou Guirassy parce que ça serait sa dernière saison. Je vois mal comment Cheikhou Guirassy prolonger encore son contrat avec le club de la saison. Peut-être pas, mais avec son entraîneur, je trouve que là, il y a un peu quand même de cassation parce que je pense que, en tout cas, les deux ne voient plus dans le même sens. C'est ce que nous voyons. Même si on va poser la question peut-être qui fâche. Si le club était amené à faire un choix, vous voyez qui sauter entre les deux?
Kovac ou Guirassy? Mais normalement, c'est clair, hein, à moins qu'il y ait d'autres questions, mais si c'est sur le plan sportif, mais c'est l'entraîneur. Aujourd'hui, il ne fait pas aussi un début de saison canon du standing digne du standing du Borussia. C'est pas comme si ils étaient en train de titiller le Bayern Munich. On a vu, le Bayern est quasiment en avance avec beaucoup de points. Et on a vu le classiqueur, on n'a pas vu un grand Dortmund non plus, donc c'est pas comme s'il réussissait aussi son début de saison. Donc pour moi, si c'est sur le plan sportif, l'entraîneur, c'est lui qui va sauter. Hein. Bien sûr. Vous pensez aussi? Oui, pour ajouter, je pense qu'il a raison. Si quelqu'un doit quitter aujourd'hui, ce serait Niko Kovac, parce que contrairement à Guirassy, lui, Guirassy est considéré comme étant l'assurance vie du Borussia Dortmund actuellement, déjà par sa valeur marchande qui est estimée à environ 45 millions d'euros. Vous imaginez? Ça vaut plus, mais ça bon, vaut plus, c'est discutable, les valeurs marchandes là. Vous n'avez pas un véritable buteur comme lui aujourd'hui. Voilà, et c'est important de le mettre en confiance et surtout d'éviter cette situation pour qu'il soit encore plus performant. Alors, nous allons continuer avec les Guinéens d'ailleurs, mais maintenant on va parler d'un vieux briscard. Guirassy n'est pas si jeune que ça, mais Kamano est un peu plus loin. Et on va parler de François Kamano qui débloque son compteur but avec le FC Sochi. C'est en Russie, pour ceux qui nous suivent, c'est de l'autre côté de l'Europe, disons, c'est une autre partie du monde européen. Et qui vous inspire ce retour? Rappelons que c'est son premier but. Surtout, moi j'ai envie d'être un peu minimaliste par rapport à ça. C'est un club, certes, du championnat de première division, mais ils sont bon dernier du championnat depuis le début de la saison. Il n'y a pas pléthore de victoires. C'est vrai, c'est bien pour lui qu'il retrouve le chemin de filet, qu'il marque son premier but. Mais voilà quoi, c'est normal, c'est un attaquant, il a besoin aussi de marquer. Alors oui, il a besoin de marquer, mais c'est son premier but depuis le début de la saison et ça ne dit pas long sur son niveau actuel. Rappelons qu'il a débuté, en tout cas toute la pré-saison, il était ici en Guinée. C'est après le début de la saison qu'il a eu ce club-là et qu'il commence à plus ou moins à se faire une place. Bien sûr, c'est important qu'il marque ce but. Je vais enchaîner. Est-ce le début de la fin pour François Kamano? Bon, le début de la fin, je ne pense pas. Mais il est en tout cas sur la bonne voie, sur la bonne lancée. Déjà qu'il arrive à marquer un premier but, c'est important, c'est salutaire. Et espérons qu'ils arriveront à trouver la formule idéale pour pouvoir le mettre plus en valeur et pouvoir le permettre de renforcer ses stats. Rappelons qu'il a marqué, mais son club a perdu. Est-ce qu'avec peut-être un François Kamano retrouvé, le club peut espérer mieux en termes de classement? Ils sont dans le ventre mou du classement de ce championnat-là. Est-ce qu'ils peuvent espérer mieux si notre international guinéen recommence à marquer? C'est difficile à dire espérer mieux. Vous avez dit c'est un club qui est en bas du tableau, quasiment relégable. Donc, si François Kamano arrive à retrouver ses automatismes, ses sensations, peut-être ils auront l'opportunité de se maintenir en championnat. Mais moi, je pense que François Kamano est en vers sa fin de carrière. Voilà. Donc, on ne va pas se voiler la face. Certes, voilà, il a beaucoup de notions de l'équipe nationale, mais dire qu'il va revenir parce qu'à l'équipe nationale, en Syrie nationale, ici, on n'a pas de remplaçant. Je n'ai pas posé la question, mais puisque vous voulez répondre, allez-y. Moi, ce que je veux dire, c'est que Kamano, il n'a jamais été un grand buteur. Partout où il est passé. On l'a vu à Bastia, à Bordeaux. Mais vous vous souvenez de son début de saison avec Bordeaux, lui, là où il a fait une première partie de saison avec près de 20 buts. Et pour ne rien arranger, il a pris la temps en temps. C'est vrai qu'à Bordeaux, on avait tendance à voir quand même un joueur très prometteur. On disait qu'il allait être quand même un futur crack ou même un futur leader de l'équipe nationale guinéenne. Il avait même été courtisé par moment par l'Atlético Madrid, par Villarreal. Finalement, ça ne s'est pas passé. Mais il n'a jamais été un véritable buteur, un très grand buteur par saison qui marque 15-20 buts par saison. Maintenant, est-ce que le niveau retrouvé, quand il retrouve le chemin de filet, ça peut aider quand même le club peut-être à remonter, à se maintenir un minimum en championnat. Mais Kamano, c'est pas un très grand buteur. Et j'ai envie d'aller un petit peu plus loin parce que cette semaine-là, ça a été une semaine plutôt heureuse
pour nos Guinéens d'ailleurs, on parle de Kamano, mais il y en a plusieurs cette semaine qui sont illustrés. Il y a Dali Diaby, Baherba Guirassy, le jeune Sidiki Cherif, Ousmane Kamara. Donc c'était une semaine plutôt réussie pour les Guinéens, donc c'est bien qu'on en parle. Et Kamano, c'est vrai, c'est un international, mais les autres aussi peut-être peuvent taper à la porte de l'équipe nationale. Je vous vois venir. Je veux poser la question, mais c'est vers la fin par rapport à Kamano. Mais je disais tout de suite qu'ils sont dans le ventre mou du classement de ce championnat. Ils sont 14e de ce championnat-là. Avec Kamano retrouvé, qui marque, qui peut-être a l'habitude de donner beaucoup de passes décisives, est-ce que le FC Chelsea peut espérer au moins être dans le top 4 de ce championnat russe, qui n'est pas le plus élevé des championnats européens? Le top 4, c'est faisable. De toute façon, ils sont 14e. Ils sont 14e. Ils sont optimistes, hein. Moi, je dis rien. On est en début de saison aussi. On est en début de saison. Il faut tempérer tous ces classements-là. C'est faisable. À partir du moment où moi je me dis qu'ils se donneront des moyens et ils mettront, même pas seulement Kamano, mais vu que Kamano est en forme ces derniers temps, à partir du moment qu'ils arriveront à trouver la formule idéale, de faire jouer ou de se trouver pendant les matchs, de trouver la formule idéale pour marquer des buts, ils arriveront. C'est bien possible. Alors, je vais revenir vers vous. Que vaut véritablement ce championnat russe? Enfin, dans les années antérieures, on avait l'habitude de voir des clubs comme le Zénith Saint-Pétersbourg qui venaient régulièrement en Ligue des Champions. Mais ces derniers temps, je dirais que ça a un petit peu dégringolé, peut-être à cause aussi des problèmes politiques, des guerres qui s'y passent de ce côté. Donc ça déstabilise quelque peu le championnat. Ça fait que des joueurs étrangers ne viennent pas beaucoup. C'est pareil également pour l'Ukraine. On les voit moins ces derniers temps en Ligue des Champions. Le championnat russe était auparavant une référence. On a vu des grands joueurs passer par là, notamment Samuel Eto'o, quand il a fini à minima sa carrière dans les grands clubs européens. Mais aujourd'hui, je dirais c'est un championnat peut-être pour se relancer, mais aujourd'hui on ne peut pas traiter le championnat russe de compétitif parce que les clubs qui représentaient dignement les compétitions, d'ailleurs, il faut le dire aussi, je crois que les clubs russes sont exclus des compétitions européennes. C'est pourquoi aussi on ne voit pas le Zénith Saint-Pétersbourg. Malheureusement, le championnat continue à se jouer. Ils ont perdu beaucoup de joueurs étrangers. Et un peu, ça fait baisser quelque peu la cote de ce championnat. Alors, pour finir avec vous et sur ce sujet-là, François Kamano, reste-t-il toujours sélectionnable pour le Chili? Une question en une phrase et une réponse en une phrase. Non, mais tant qu'il n'a pas pris sa retraite internationale, il reste sélectionnable. Maintenant, si c'est mon avis, vous voulez, moi je pense qu'il faut tourner la page. Mara? Non, moi je pense que c'est bien possible d'écrire une nouvelle histoire avec la sélection guinéenne, vu qu'il n'a que 29 ans et qu'il continue à performer. Donnons-lui la... Avec un seul but depuis le début de la saison. Ce n'est pas sous-estimé tout de même, ce n'est pas sous-estimé. À partir du moment où il arrive à trouver le sens du but, je pense que... Pas tout de suite, mais... Il n'est pas enterré pour vous. Il n'est pas enterré. Avec un peu de temps, il peut y arriver, j'en suis sûr. Alors, je reviens. Mané, oui, vous pensez quoi de François Kamano? Est-il toujours sélectionnable avec le Chili? C'est des fans du Chili. Moi, je pense qu'il devrait tourner la passe parce que voilà, en équipe nationale, il n'a pas donné une réelle satisfaction. On ne va pas se voiler la face. À chaque fois il est convoqué, il n'a pas donné une grande satisfaction. Moi, je pense que c'est le moment pour lui de tourner la phase avec l'équipe nationale. Alors, quant à nous, nous faisons un petit break et on revient pour prendre la direction de l'Angleterre. On prend la direction de l'Angleterre, le championnat le plus relevé d'Europe, pourquoi pas du monde. Manchester United qui cale à Nottingham Forest. Et puis nous allons parler d'Arsenal qui continue à frapper sur corner. Et à Crystal Palace plutôt qui s'impose grâce à un but de Mateta décisif. Retour sur un week-end anglais en plein rebondissement. Et on va commencer par Manchester United qui a été accroché à Nottingham Forest. Rappelons que le score final, c'est 2 buts partout entre ces deux clubs. Manchester United restait sur 3 victoires consécutives, ce qui n'était plus arrivé depuis pratiquement 2 saisons. Les buteurs sont
Casemiro et Amad Diallo. Alors, Souaïba, on va commencer par vous. Que vous inspire ce Manchester-là? Il y a dans les titres, quelqu'un a voulu qu'on dise que Manchester City freinait dans son élan. Parce qu'il restait sur 3 victoires de suite et une 4e victoire aurait définitivement scellé le retour de Manchester United dans le haut niveau. J'ai juste pitié du fan qui a décidé de se faire coiffer après 5 victoires consécutives de Manchester. Malheureusement pour lui, c'est reparti encore pour un nouveau challenge. Mais c'est vrai, ils étaient sur un très bel élan. Il faut le reconnaître, 3 victoires d'affilée, ce n'était pas arrivé depuis un très bon moment. Et surtout une première pour Ruben Amorim depuis sa signature. Ouais. Et après, ils sont tombés sur une équipe qui avait elle aussi envie de se relever. Ouais. Après quasiment 7 matchs, 6 défaites en 7 matchs. Donc, et des changements d'entraîneur. Chandage qui a repris la place de Ange Postecoglou qui a lui remplacer Nuno Espirito Santo. Donc quasiment 3 entraîneurs. Ça booste aussi un petit peu les équipes parce que quand il y a des changements d'entraîneur, chacun a envie de se montrer. Et Manchester est tombé au mauvais moment. Moi, j'ai senti une équipe quelque peu fragile par moment. Ils ont failli retomber dans leur travers. Mais ce qui a été positif, c'est qu'ils ont eu du caractère. Ils ont eu le sens de réaction rapide avec ce but d'Amad Diallo pour égaliser. Et finalement, ils auraient pu remporter le match. N'eût été ce sauvetage miraculeux de Murillo sur sa ligne en fin de match. J'ai senti, en tout cas, on commence à sentir que la patte Amorim commence à prendre. Et ce qui est aussi bien, c'est que les joueurs blessés sont de retour. Lisandro Martinez commence à revenir. Oui, sera dans le groupe pour affronter Tottenham le week-end prochain. Et Mazraoui qui est revenu. Donc l'infirmerie s'est quelque peu vidée. Donc peut-être qu'avec tous les joueurs cadres dans l'équipe, on verra peut-être si ça va donner un autre visage à cette équipe. Mais ce qui est sûr, c'est que en tout cas, il y a un petit peu de confiance depuis le début de saison. Ça ne gagnait pas autant la saison dernière et tout le monde vendait la tête. On pensait que Ruben Amorim allait sauter. Finalement, il est toujours là et ils sont quand même dans les 8 premiers du classement et ça, c'est une très bonne chose. Alors, c'est nul de Man U. Est-il véritablement peut-être, comment dire ça, une alerte ou peut-être quelque chose d'accidentel seulement d'abord? Bon, accidentel, je ne dirais pas, mais ce n'était pas, disons, je ne sais pas quel terme à employer pour cela, mais Man United ne devait pas perdre ce match, je crois. Oui, mais ils n'ont pas perdu. C'est nul. C'est nul. C'est un point pris. Après le match que moi j'ai regardé, les joueurs de Nottingham Forest avaient largement l'avantage, ils avaient les moyens de battre cette équipe de Manchester United. Oui. Parce que déjà... Alors c'est un point heureux qu'ils ont pris là. Si Nottingham avait une certaine avance. Je pense qu'en première période, Manchester avait dominé la rencontre. C'est vrai qu'ils ont pris 2 buts coup sur coup, 2 buts encaissés en 2 minutes. Ça peut faire croire que oui, ils ont failli rater le match. Mais après le 2e but encaissé, on a vu un Nottingham qui a un peu reculé, qui s'est procuré certes quelques situations en contre-attaque parce qu'ils ont des joueurs qui vont très vite. Et on connaît tous la faiblesse de Manchester United, c'est sa défense. Quand on appuie beaucoup, ça panique beaucoup plus rapidement. Mais globalement, dans la possession de balles, les occasions franches, je pense que Manchester était un petit peu en avance et on a vu les occasions de fin de match. Ils auraient pu renverser la rencontre. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais il faut s'inquiéter quand même parce que faire 3 victoires d'affilée après un match nul, sachant qu'ils vont affronter une équipe qui ne leur réussit pas trop ces derniers temps, Tottenham le week-end prochain, qui a été battu ce week-end par Chelsea, qui sera revanchard. En tout cas, on s'attend à un très grand match. Attention quand même à ne pas retomber dans les travers, comme je l'ai dit au début. Alors, ce Manchester est encore victime de sa défense. Vous pensez que si elle peut faire une bonne saison, il faudrait que cette défense se retrouve? Bien sûr, chef d'activité vient de le rappeler, c'est une défense trop fébrile parce que quand il y a beaucoup de pression, ça panique devant, on a vu face à cette formation de Nottingham Forest. Mais pour moi, ce match ça ne dérange pas parce qu'il était sur une très bonne lancée, 3 matchs, 3 victoires, ça n'est pris depuis plus de 2 saisons. Et on commence à avoir un peu la patte qu'en train de mettre Ruben Amorim au sein de cette formation. Parce que moi, je pense avec le départ du Brésilien, celui qui est venu du côté de Betis. Anthony et de Garnacho, Manchester allait forcément avoir des problèmes, mais pas du tout. Il a réussi quand même à créer un collectif pour le moment. Ça fonctionne, même si le match nul il est là, mais
pour moi, cette Manchester est très bien partie pour encore retrouver de la nouvelle sensation. Attention, le milieu quand même, moi ça m'inspire pas confiance. Il laisse à désirer. Non, ça m'inspire pas confiance. C'est vrai que Casemiro, en ce début de saison, il a tendance à être un peu en forme, mais c'est un joueur qui est trentenaire maintenant, qui peut pas être titulaire pendant toute la saison en première ligue qui plus est. Et Bruno Fernandes, pour moi, qui a été le meilleur joueur de Manchester depuis sa signature jusque-là, mais cette saison, je le trouve un petit peu en dedans. Voilà, il est aussi quelque peu emprunté, peut-être par les rumeurs de départ, parce qu'il devrait partir. Finalement, il décide de rester. Et je trouve que ce côté, ce qui est aussi, rend la défense un petit peu fragile, c'est parce qu'au milieu de terrain, ça ne travaille pas beaucoup. Quand on joue avec deux récupérateurs, à un moment donné, il va falloir avoir des mecs qui courent, qui récupèrent beaucoup plus de ballons. Et ça, ce n'est pas le cas du côté de Manchester. Alors, pour peut-être finir sur ce sujet-là, il y a 3 semaines ou même un mois, tout le monde disait que Amorim devrait partir, mais il a été sauvé. En tout cas, selon ce qu'on a vu, par le syndrome, ou en tout cas l'histoire d'Arteta avec Arsenal, et ça commence à payer. Le fait de donner du temps aux coachs, s'ils sont suffisamment réfléchis et talentueux, comme des jeunes comme Amorim, ça commence à donner, ça commence à porter fruit. Si aujourd'hui on parle d'un match nul comme si c'était une défaite, ça prouve qu'il y a une certaine avancée, ou bien? Bien sûr, il y a une certaine avancée. Et il ne faut pas oublier que leur début de saison catastrophique ne laissait rien de bon à prévoir pour l'avenir. Mais la manière dont ils ont fait pour revenir ces 3 derniers matchs, les 4 derniers, voire même, c'est à saluer, c'est à saluer et c'est à encourager. Et le coach, je pense qu'il doit plus se donner de temps, de trouver un effectif, un 11 type, ou voire même plus, pour pouvoir affronter les défis à venir. Et il est bien possible qu'il arrive. Mais le problème de la défense, j'ai appris qu'il doit y avoir un certain Jude Bellingham qui doit venir du côté de Man United. Ouais, mais c'est pas un défenseur quand même. Le milieu de terrain, je parle du milieu parce que le problème il est là-bas, il a signalé tout à l'heure. Soit bien quitté. Le milieu de terrain est très fragile et à partir du moment où il n'arrive pas à ressortir les balles pour donner aux autres offensifs, ça devient très problématique. Moi en tout cas j'ai envie qu'il ait au moins un plan B. Cette formation 3-5-2 ou 3-6-1, pour moi il a trop joué avec ce système là, les adversaires s'adaptent aussi, lui il n'a pas envie de changer, mais par moment il faut avoir des plans B, s'adapter parfois aux adversaires pendant certaines rencontres, lui il ne le fait pas. Moi je trouve que c'est un jeune entraîneur qui a ses idées, c'est bien, mais après est-ce que ça peut tenir pour un club avec autant de pression comme Manchester United, qui a connu une histoire glorieuse dans ce championnat? Malheureusement, ça m'inquiète un petit peu de ce côté. Alors, on va rester avec vous peut-être pour clore sur ce sujet-là. Est-ce que les dirigeants ont eu raison de donner du temps à Amorim? C'est toujours bien, je pense qu'ils ont eu, c'est vrai, et c'est toujours bien de donner du temps à un entraîneur, surtout quand le club a traversé beaucoup de périodes compliquées, que vous avez changé des entraîneurs de saison en saison, des joueurs, des recrutements, ça ne marche pas. À un moment donné, il faut prendre le temps, il faut donner du temps à un entraîneur de poser sa philosophie, sa patte, voir comment ça va donner. Vous avez pris un très bon exemple, c'est Mikel Arteta. Il est arrivé, il a été décrié, il a mis beaucoup de temps. Maintenant, c'est une équipe redoutable qu'il a réussi à construire comme l'équipe d'Arsenal, que tout le monde craint aujourd'hui. Peut-être que dans 2 saisons, on retrouvera le vrai duel des années 2000 entre Arsenal et Manchester United. Et voilà, on ne pourra qu'être heureux pour ces deux. Lorsque vous étiez joueur, vous jouiez à quel poste? Moi, j'étais un joueur de côté, excentré. Vous saviez donner des bonnes passes parce que là, vous assurez très directement la transition qui va nous amener vers ceux qui sont en tête de ce championnat. Et on va parler des Gunners Arsenal avec ce stat complètement dingue, avec 8 buts sur corner avec les Gunners. Ils sont en ce moment à la tête de la Premier League, 6 points devant Man City. Alors, cet Arsenal-là, en début de saison, après 2 journées, vous m'aviez dit c'était trop tôt, il ne faut pas s'exclamer, il faut être tempéré. Arsenal a l'habitude de nous décevoir. Mais là, on est à la 10e journée et ils ont 6 points d'avance sur le 2e. Liverpool n'avait pas une saison extraordinaire, City non plus. Est-ce la saison des Gunners? C'est vrai qu'ils ont un arsenal de guerre dans leur équipe, à l'occurrence à Gabriel Magalhaes qui est impérial dans ces systèmes. Enfin, le plan que Arsenal met en place souvent avec Nicolas Jauvert sur les coups de pied arrêtés, donc ça marque beaucoup sur corner.
Ils sont impressionnants en ce début de saison. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que ce n'est pas un Arsenal très flamboyant. Ce n'est pas un Arsenal qui domine ses adversaires outrageusement. Mais c'est un Arsenal efficace. C'est un Arsenal clinique, un Arsenal méchant qui fait mal dans les bons moments. Et là, on peut dire que c'est vraiment impressionnant. Moi, je ne m'emballe pas. Ça reste du Arsenal. On attendra la fin de la saison pour voir ce que ça va donner. Mais ils sont bien partis parce que les équipes qui sont censées les concurrencer ne sont pas très bien. Liverpool est mal parti. Manchester City, ça boite parfois. Ça gagne, ça perd. Et les autres équipes, Chelsea qui a recruté quasiment tout le monde, n'arrivent pas à se prendre. Donc peut-être que c'est la bonne année pour Mikel Arteta et ses hommes. Avec tout le recrutement qu'ils ont effectué également, c'est pas loin des 500 millions de Liverpool. Il y a Gyökeres, il y a Eze qui est arrivé, Mosquera et d'autres joueurs au milieu de terrain comme Norgard et Zubimendi. Donc peut-être, ça pourrait être l'année d'Arsenal, mais je ne peux pas affirmer directement. Alors, il va parler de Gyökeres qui est l'une des recrues phares de cette équipe-là, qui a été buteur ce week-end et qui enchaîne but sur but. Il a été aidé ce week-end par Declan Rice, l'autre recrue, cette fois-ci de la saison dernière. Cet Arsenal-là semble plutôt imbattable, même quand il est faible parfois. Il ne joue pas le football le plus flamboyant de la Première Ligue. Oui, c'est un Arsenal, comme ça vous venez de la personne, un Arsenal efficace parce que l'Arsenal fait partie de l'une des équipes qui ont remporté ces 3 premiers matchs en Ligue des Champions et surtout ils ont mis 4 buts face à l'Atlético Madrid. Ça n'encaisse pas. Oui, ça n'encaisse pas. C'est pourquoi je dis cette saison, c'est la force de frappe de cette équipe. La défense est très solide, difficilement de déjouer les plans de Mikel Arteta. Et pour moi, ils ont un avantage, ils n'ont pas un joueur africain parce qu'il y a le Bokinde qui arrive et la donc, CAN. Avoir un joueur africain est un désavantage, c'est cela. De la CAN, il va parler de la CAN. Oui, de la CAN, parce que contrairement... Je sais de quoi il parle. Parce que contrairement aux autres, si vous prenez Manchester City, il y a Omar Massou forcément qui va relayer la CAN du côté de... Donc ça va forcément impacter les formations. Et Arsenal n'en a pas. Donc pour moi, c'est un avantage. Comme Sob a dit, c'est très tôt de se désigner. Mais je pense d'ici la fin du Boxing Day, on en saura qui est réellement cette équipe d'Arsenal. Alors Mara, on parlait tout de suite de cette statistique carrément folle. C'est 8 buts sur corner depuis le début de la saison avec Arsenal. Est-ce le résultat d'un coup de génie, d'un travail acharné ou peut-être le résultat d'une série chanceuse? Non, ça n'a rien à voir avec la chance. Parce qu'ils sont sur la même lancée depuis le début de saison. Et c'est travaillé, c'est bien travaillé déjà à l'entraînement. Ça se voit sur le coup de pied arrêté. Ils sont très décisifs. Parce qu'à l'heure là, dès qu'Arsenal a un coup de pied arrêté, l'adversaire. Surtout les corners. Voilà, l'adversaire a. Non, mais les supporters célèbrent. Voilà. Même avant de tirer. Voilà, que ce soit les coups francs, comme les corners ou je sais pas quoi, mais dès qu'il y a un coup de pied arrêté, il y a danger. Ils sont très pratiques là-dessus et ça se voit déjà dans les stats. Ils ont marqué plus de 30 buts en 15 matchs et ils n'ont encaissé que 3. Donc défensivement, c'est solide. Défensivement aussi, ça tient. Et offensivement, ça marque. Donc ils ont des armes en fait, comme l'a dit Soïd. Vous disiez tout de suite de ne pas s'affoler, mais s'ils sont épargnés des blessures comme la saison dernière, notamment cette charnière centrale qui pour moi semble irremplaçable, les Gunners peuvent faire une saison sans faute là. Oui, mais ils ont été aussi intelligents dans le recrutement. Ils ont pris par exemple Jurrien Timber, ils ont pris Davide Calafiori, oui. Il y a Ben White qui est là, Mosquera qui est arrivé, qui a failli signer au Real Madrid. La saison dernière, on disait que quand Saliba n'était pas là, ça allait moins pour cette équipe d'Arsenal. Mais on constate que cette saison, lui également, il connaît un petit peu des trous d'air. Il n'est pas au top de sa forme. Oui. Mais à Gabriel qui a repris le lead de la défense. À la fois défensivement et offensivement, voilà, c'est ce qui est surprenant. Et Mosquera qui est arrivé, qui est très jeune, mais qui est très convaincant, qui joue à chaque fois qu'on lui fait appel. Il est toujours présent, il ne déçoit pas. C'est ce qui fait aussi la force de cette équipe. C'est qu'ils ont un entraîneur aujourd'hui qui a cette capacité de mettre les joueurs en confiance. Même Ben White qui joue très peu ces derniers temps, mais quand il joue, il ne déçoit pas. On voit des remplaçants, il y a un très grand duel, une très grande concurrence entre Lewis Kelly et Calafiori. Quand c'est Calafiori qui joue, il ne déçoit pas. Quand c'est Lewis Kelly qui joue, il ne déçoit pas. Et même au milieu de terrain, il y a Eze qui est arrivé. Martin Odegaard, le capitaine, est absent. Il est blessé, mais on ne sent pas. C'est vrai que ça ne marque pas beaucoup parce que lui, il est capable de distiller des très bonnes passes. Mais dans le jeu, on ne sent pas son absence. Madueke qui a bien commencé la saison, qui s'est blessé, Saka qui est revenu, qui est titulaire, Nwaneri est capable de prendre et ils sont
encore une fois, il y a Kai Havertz, Gabriel Jesus qui manquent, qui seront de retour au mois de janvier. Donc ça fera encore beaucoup plus flamber l'équipe. En tout cas, ils sont armés, ils ont un arsenal de joueurs comme le nom de leur club. Mais attendons de voir. Mais moi, ce que je vais dire pour terminer sur ces fameux coups de pied arrêtés, c'est qu'en Angleterre, à chaque saison, il y a des innovations. Et cette saison, on le voit beaucoup plus. C'est vrai que Arsenal est beaucoup plus efficace, mais c'est fréquent quasiment dans qui les ont copiés aujourd'hui. Bon, on ne verra pas dire si c'est copié, mais aujourd'hui, il y a cette tendance aujourd'hui. On voit même sur des simples touches où il y a des mecs aujourd'hui comme Kayode du côté de Brentford qui est capable d'envoyer des ballons de la main, on dirait que c'est un coup franc. Donc aujourd'hui, c'est cette tendance aujourd'hui en Première Ligue. On s'appuie beaucoup sur les coups de pied arrêtés parce qu'il y a tellement d'études sur les systèmes, donc les adversaires, c'est compliqué de marquer dans le jeu et ils ont trouvé un moyen de marquer. Arsenal le faisait depuis la saison dernière et ça leur donne beaucoup d'avantages. Alors, je vous ai posé tout de suite la question qui est de savoir si Arsenal n'est pas champion cette année, qui le sera? Qui le sera, c'est difficile. Si à part Arsenal, je dis le Liverpool, s'il arrive à retrouver ses automatismes, tu vois peut-être vraiment c'est une équipe terminée dans le top 3. Oui, si, parce que cette saison, c'est un début de saison pour le moment compliqué pour les Reds de Liverpool. S'il arrive à retrouver les automatismes, je pense que ça sera le défunt des Gunners. Je vous trouve respectueux face à Manchester City, une machine comme Haaland devant, et qui sont dauphins d'Arsenal. Ils ne sont pas très loin, c'est 7 points seulement. J'ai l'impression que tout le monde a enterré ce City-là, alors qu'ils ne sont pas en forme, mais ils sont deuxièmes. Ils ont failli battre Arsenal. Arsenal a égalisé en fin de match. Il ne faut pas enterrer Manchester City, et surtout que les joueurs blessés aussi sont revenus. Omar Marmouche, Ryan Cherki, tout de suite décisif. Et moi en tout cas, c'est vrai que Arsenal est bien parti, ils sont en avance, mais c'est une équipe qui est capable de se saborder à tout moment. Ils sont sur toutes les fenêtres cette saison, en League Cup, en FA Cup, en Ligue des Champions et en championnat. Et ils ont l'ambition de tous les remporter. C'est là où ça peut aussi créer des problèmes à un moment donné. Peut-être pas physiques, mais des problèmes mentaux dans la tête. Les joueurs peuvent manquer de concentration, il peut y avoir des fatigues, sachant que Arteta, c'est un entraîneur qui n'aime pas trop faire tourner. En tout cas, il a un 11 bien défini quand il a son équipe. Il aime beaucoup plus s'appuyer sur cet 11-là dans les grands matchs. Et peut-être que ça va pêcher en fin de saison quand le niveau va s'élever en Ligue des Champions. Alors, vous savez, bien évidemment, comme je l'ai dit tout de suite, va faire des passes décisives. Cette fois-ci, c'est un caviar que vous m'avez envoyé. Et nous allons faire un break pour revenir et prendre la direction du championnat le plus polémiste au monde. Vous allez en savoir plus tout de suite. Alors, la direction du championnat qu'on va prendre, c'est la Liga, le championnat d'Espagne, où en Liga, Kylian Mbappé frappe encore, il frappe très fort, auteur d'un doublé avec le Real de Madrid face à Valence. Il établit un record historique avec ce club. Ensuite, nous allons prendre la direction de l'autre club d'Espagne, parce qu'il ne faut pas parler, on ne peut pas parler du Real sans parler du FC Barcelone, qui s'accroche et reste à 5 points et du leader qu'est le Real de Madrid. On commence par Kylian Mbappé. Quelle saison, on n'est même pas à la moitié de la saison, mais il claque but sur but. Il est en train de battre des records vieux de plus de 60 ans avec ce club-là. Oui, en devenant meilleur buteur étranger rapidement de ce côté, c'est vrai. Mais la malchance à Kylian, c'est que quand il connaît des saisons aussi flamboyantes que ce début de saison, c'est qu'il y a des concurrents aussi à côté qui font mieux que lui parfois. Erling Haaland est là, Harry Kane. Donc même quand on parle beaucoup de Kylian, on a envie de se limiter un peu parce qu'il y a d'autres monstres à côté qui font encore mieux. Et c'est aussi ça le problème. Mais en tout cas, il connaît une très belle saison ou en début de saison canon avec le Real Madrid. Il marque but sur but. C'est vrai qu'on ne l'a pas connu pour être l'un des meilleurs passeurs, en tout cas depuis qu'il a quitté l'AS Monaco. Mais après, voilà, son équipe gagne aussi et lui, il flambe, il marque beaucoup de buts. Ça ne peut qu'être bénéfique
il a un objectif en tête, aller chercher le ballon d'or en fin de saison. Les trophées collectifs vont nous le dire. Il y a un rouleau compresseur de l'autre côté, le Bayern Munich. Il y a aujourd'hui Manchester City qui a un monstre devant, Erling Haaland, qui va faire qualifier son pays. Qui n'est pas enterré qui non va plus. faire qualifier son pays pour la Coupe du Monde. Et Manchester City est en lice également en Ligue des Champions et en Première Ligue. Attendons de voir ce que ça va donner. Tout de suite, je m'amusais à voir les meilleurs joueurs depuis le début de la saison en Liga. J'ai vu qu'il en avait 3 sur 3 depuis le début de la saison. Aujourd'hui, est-ce qu'il est en train d'asseoir définitivement sa domination sur cette Liga-là? Et bien sûr, il est sur sa continuité. Rappelons que la saison passée, c'est lui qui a été le petit de Liga. Il est détenteur de souliers d'or européen avec 35 buts, même s'il y avait beaucoup de pénaltys. Les pénaltys aussi, il faut les transformer. Absolument. Vinicius peut en dire quelque chose. Voilà, ce sont les occasions qu'il faut les transformer. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Il est parti sur les mêmes bases cette année encore. Il n'y a pas de concurrence. Certes, il y a Julián Alvarez du côté de l'Atlético Madrid, mais je pense que ça va être très compliqué pour lui de rattraper Mbappé. Voilà, il faut rappeler depuis le début de cette saison, c'est 17 matchs et 20e but marqué, toutes compétitions confondues. Je pense qu'avec un grand Kylian Mbappé, peut-être le Real Madrid va aspirer, pourquoi pas encore, régner avec la Ligue des Champions. Il y a un autre débat sur lequel je vais vous lancer, mais peut-être on va attendre jeudi. Quelle différence faire entre ceux qui sont appelés meilleurs joueurs et ceux qui sont appelés meilleurs buteurs? Parce qu'il semble qu'on donne des titres simplement parce que vous êtes meilleur buteur. Et ça ne se base pas forcément dans votre impact sur le jeu de votre équipe. Alors, mais on en reviendra. Oui, on verra. Comme vous l'avez dit, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est un aspect, meilleur joueur a tendance à un petit peu disparaître parce que quand vous êtes le leader offensif de votre équipe et que vous parvenez à changer le cours des matchs, on peut vous dire quasiment le meilleur joueur de l'équipe. Alors, le Real a 5 points d'avance sur le Barça. Est-ce qu'ils sont... ils viennent de battre le Barça la semaine d'avant, dans le Classico. Est-ce qu'ils sont les favoris de cette Liga, de la saison en cours? Attention, c'est le début de saison, je l'ai dit, même après la victoire en Classico, c'est le début de saison. Ils sont à 5 points, là. Oui, ils peuvent... La saison dernière, ils avaient plus de 11 points d'avance sur le Barça. Le Barça a terminé champion. On ne peut pas dire tout de suite que... C'est vrai qu'il y a plus de certitude cette saison avec Xabi Alonso. Ça encaisse beaucoup de buts. Ils ont pris beaucoup certes face à l'Atlético, mais ça encaisse moins de buts cette saison. Maintenant, dire qu'ils sont favoris, c'est vrai que la Ligue a fait partie des objectifs du Real Madrid cette saison. On sait que la Ligue des Champions, chaque saison, ils ont envie de la remporter, mais ça ne remporte pas beaucoup les championnats. Donc, ça fait partie des objectifs du club. Surtout les joueurs qui sont arrivés, les nouvelles recrues de la saison dernière et de cette saison, veulent aussi gagner cette Liga et aussi la Ligue des Champions, mais beaucoup plus aussi la Liga. Et ils sont sur la lancée. Quand on bat le Barça, c'est vrai que quand on remporte un Classico, ça nous donne beaucoup d'avance, la confiance et beaucoup de confiance et tout ce qui s'ensuit. Mais il y a un Classico retour qui reste, il y a un derby madrilène qui reste. Il peut y avoir aussi des petits matchs où le Real peut se lâcher pour se concentrer en Ligue des Champions et perdre des points. Les adversaires, les concurrents derrière peuvent les rattraper. Moi, je pense que c'est trop tôt quand même pour penser que le Real est favori pour la Liga. Alors, la saison dernière, on se disait, Kylian Mbappé est certes le meilleur buteur de ce Real-là, mais il n'avait pas assuré, il n'avait pas sa même mise sur cette équipe-là. Mais cette année, il semble que tous les joueurs sont d'accord sur le fait qu'il soit le leader de cette équipe. Vous pensez qu'il est véritablement le leader du Real de cette année? Cette année, oui. Il est incontestablement le leader. Parce que ça se voit déjà rien qu'à voir leur jeu, leur football. C'est à partir de... À travers lui qu'on va marquer plus de buts, c'est lui qui marque. Donc on peut comprendre ceux qui parlent de Mouvoutou dans cette histoire-là. Leader technique sur le terrain, c'est vrai. Mais vous savez, en Espagne, il y a des problèmes d'hierarchie à chaque fois. Donc il y a des cadres dans le vestiaire. Et tant qu'on a un mec comme Dani Carvajal dans cette équipe, moi j'ai pas envie de dire qu'un autre joueur soit le leader. On a vu même après le départ de Ronaldo, Sergio Ramos, il était là, devant Karim Benzema, Ballon d'Or, devant Luka Modric, Ballon d'Or. Mais il restait le leader global de l'équipe, c'est lui qui prenait certaines décisions. Et on connaît Carvajal avec tout son caractère. Pour moi, Kylian, c'est vrai que sur le terrain, il a pris une certaine avance sur des mecs comme Vinicius Junior. Mais voilà, leader de l'équipe quand même, ça reste les plus anciens. Alors, on va filer du côté du SC Barcelone qui continue de s'accrocher derrière le Real. Malgré la défaite pendant le Classico, le SC Barcelone continue en tout cas à s'accrocher. Ils ont battu Elche ce week-end 3 buts à 1. Et les buteurs Lamine Yamal, Ferran Torres, Marcus Rashford, le trio d'attaque
le Real n'est pas définitivement enterré dans cette Liga-là, quoi qu'on dise. Oui, le Barça. Et le Barça, autant pour moi. Parce que, ça, vous venez de le rappeler, la saison passée, il y avait 11 points de fait une boulette, là. Et la saison, elle est longue. Il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de déplacements compliqués parce que la semaine prochaine, ils vont affronter Rayo Vallecano. Vous savez déjà, Vallecano, c'est une équipe très, très compliquée à jouer là-bas. Pour moi, c'est une équipe de Barça. On a vu une équipe de Barça un peu malade, je dirais un peu malade, parce que si vous affrontez Elche à domicile, l'équipe adverse a beaucoup plus de possession par rapport à vous, c'est inquiétant. Qui est d'ailleurs une première cette saison. Donc, Barça a perdu la possession. C'est vrai, il y a certains blessés qui n'ont pas arrivé. Il y a Rafinha qui manque grandement cette formation. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est Lamine Yamal a retrouvé le chemin des buts. Alors, Lamine Yamal a retrouvé le chemin des buts, mais le Barça ne contrôle pas le jeu. Vous disiez tout de suite, la possession, le Barça a perdu la possession pour la première fois cette saison. Est-ce l'effet de l'absence de Pedri? Vous avez marché sur mal, hein. C'est ce que j'allais dire. C'est le mec qui retient le ballon le plus longtemps. C'est lui qui dicte le tempo du jeu au milieu de terrain. Et c'est vrai qu'il a besoin de la complémentarité avec De Jong. Mais quand vous mettez De Jong, Casado, c'est des joueurs à peu près avec les mêmes profils de jeu. Donc c'est pas pareil. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'offensivement, on n'a pas vu de jeu. C'était très pauvre. Moi, ça m'inquiète un petit peu. C'est vrai que le Barça, on peut tout dire des blessés et tout, mais ils n'ont pas joué la Coupe du Monde des clubs. On ne peut pas parler de fatigue autant que ça. Les clubs comme le Paris Saint-Germain qui n'ont pas connu une très bonne préparation, là, on peut comprendre. Mais le Barça a eu tout le temps et de préparer la nouvelle saison. Maintenant, moi, je ne comprends pas pourquoi ça ne donne pas totalement dans le jeu cette saison. Même quand ils arrivent à remporter des matchs, ça ne domine pas outrageusement, ça n'inquiète pas, ce n'est pas beaucoup d'occasions. On a vu le match d'hier, ce sont des cadeaux que la défense adverse les a offerts et ils ont su profiter. Et pour terminer, je peux dire qu'ils peuvent remercier Manchester United parce que Marcus Rashford est de ce côté. Alors, Marcus Rashford, oui, c'est justement, il a fait une très bonne passe encore, qui s'installe petit à petit dans cette équipe-là, qui a été remplacée, mais ovationnée par le Stade Montjuic, ce qui veut dire qu'il prend une place importante dans cette équipe-là. Bien sûr qu'ils font ses marques déjà dans cet effectif. Déjà, dès ses premières heures sous les couleurs du FC Barcelone, moi, j'ai vu qu'il avait de la qualité, qu'il se sentait à l'aise dans cet effectif. Parce que, à ne pas oublier que ce match face à Elche, il a été homme du match. Et ce qui prouve qu'il a vraiment carburé, qu'il a vraiment prouvé. Et mis à part Rashford, le jeune Lamine Yamal a aussi marqué un but exceptionnel. Ça n'a rien à voir avec les bourdes de l'adversaire. Il a marqué, mais il n'a pas été présent dans le jeu. Hein. Si, mais tout de même, il a été décisif. Et puis, il a été décisif avec la manière. En mettant, comment dirais-je... D'autres vous diront que la victoire est belle. Donc voilà, la fin justifie les moyens. Donc voilà, tout ce qui est à retenir de mon côté du jeu du FC Barcelone, c'est que c'est quelques blessures, surtout quelques absences, surtout celui de Pedri, qui ont peiné du côté du FC Barcelone. Est-ce que pour vous, ça augure de bonnes choses? Le Barça qui n'a pas été flamboyant en termes de jeu, mais qui gagne avec le retour progressif des blessés après la trêve qui arrive là, beaucoup reviendront, notamment le gardien. Est-ce que pour vous, le Barça n'est pas totalement largué dans cette Liga malgré le retard? Pas du tout, pas du tout. Ça reste beaucoup de matchs à jouer, Je pense que surtout le retour de Joan Garcia va faire du bien parce qu'on a vu au niveau des gardiens, Chelsea ne rassure pas, c'est un gardien vieillissant. Et surtout la défense. Araujo, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas adapté au système de Pep Guardiola. À chaque fois, il est plié à contre-pied parfait. Mais pour moi, le Barça, il faudra compter au sein de cette saison pour la Liga. On va se limiter là. Je sais que vous voulez revenir. Allez, 10 secondes, très rapidement. Je suis très inquiet parce que l'équipe d'hier, il y avait trois joueurs prêtés par le Barça. Inaki Peña, Hector Fort, j'oublie le troisième. Mais s'ils étaient tombés sur une équipe méchante hier, je pense que l'issue aurait été autrement. On a vu même quand Elche a repris le ballon en seconde explication, c'était un match beaucoup plus disputé. Alors, on va rester là pour ce Tour d'Europe de ce 3 novembre 2025. Des buts, des records des Guinéens qui refont surface sur la scène européenne. Merci à nos chroniqueurs qui ont été vraiment à la hauteur, comme des numéros 10 et des buteurs. Ils ont été véritablement des maillons forts de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à partir de demain matin avec World Sport, avec Amadou Mazor Diallo et toute l'équipe. D'ici là, restez connectés sur Kavi. Juste après nous, vous allez retrouver l'émission en langue Soussou, Barama, Wahati, Soumouni. Encore une fois, passez une excellente fin de soirée.